Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Michaël Pilote, est-ce que je dois maintenant vous appeler Monsieur le préfet? C'est un autre titre qui s'ajoute également à mes choses, mais je pense que je demeure la même personne, Michaël Pilote, qui est le maire de Baie-Saint-Paul, le préfet de la MRC, mais qui est bien fier de représenter maintenant sa région comme préfet. Jusqu'à présent, comme maire de Baie-Saint-Paul, vous vous étiez gardé une petite gêne sur certains dossiers en invitant les gens à contribuer puis à participer au développement de la région. Maintenant que vous êtes préfet, est-ce que vous allez mettre un petit peu plus de pression sur certains dossiers régionaux? Bien, c'est clair que c'est un travail d'équipe. Lorsque mes collègues de la table des maires vont m'appeler, vont dire « Michaël, j'ai besoin de ton aide pour tel ou tel dossier », bien, c'est clair que ça fait maintenant partie de mon travail, de les accompagner des différents projets, que ce soit les Low-Coudes, que ce soit Saint-Urbain, les Éboulements, Saint-Hilarion, Petite-Rivière, Saint-François. Bref, je suis là pour les aider, pour fortifier notre région, que ce soit en économie, que ce soit en culture, que ce soit dans les différents volets auxquels la MRC peut aider. Je suis là pour travailler pour qu'on soit une MRC qui soit forte. Travailler également avec la MRC de Charlevoix-Est, qui sont nos voisins. J'ai de bons liens avec Michel Couturier, le maire de la Madeleine. Qui est le nouveau préfet également du côté de l'Est. Un ami également. Donc, je pense qu'on va avoir un Charlevoix fort, un Charlevoix uni. Et lorsqu'on se divise à l'intérieur même ici, bien, c'est difficile par la suite, lorsqu'on arrive dans la région de Québec, de venir se débattre pour des projets ou encore s'affirmer quand on se divise même chez nous. Alors que là, si on arrive, qu'on est vraiment unifié, qu'on est fort, je crois que c'est plus facile d'aller rencontrer nos collègues à l'extérieur de notre région. On a vu rapidement là, que votre leadership, ou en tout cas, je dirais, votre carnet d'adresses aussi a été testé. Il y a déjà des maires là, qui mettent des dossiers sur votre bureau et qui vous demandent que ça bouge. Comment vous comptez exercer votre leadership à travers ça? Parce que déjà, là, on teste un peu votre carnet d'adresses, déjà, de la part des autres maires. On veut voir, Michaël, es-tu capable de nous faire avancer des dossiers? Je pense que je ne reviendrai pas sur certaines déclarations. Là. Pour moi, là, je pense que je ne suis pas là pour donner des shows de boucan et autres, tout ça. Là. Je pense qu'il faut quand même être réaliste. Lorsqu'on arrive en place, il faut quand même prendre le temps d'arriver. J'ai été élu préfet de la MRC de Charlevoix le 26 novembre dernier. Et déjà Mais vous connaissez les dossiers, monsieur le maire. C'est clair, mais en même temps, il faut prendre le temps de rencontrer les autres élus, connaître le dossier. Mais lorsqu'on veut aller plaider un dossier, c'est pas juste de le connaître, c'est de bien le maîtriser, c'est de regarder qu'est-ce qu'on demande. Parce que lorsqu'on arrive dans une rencontre avec que ce soit des ministres, que ce soit des partenaires, des choses comme ça, c'est pas juste d'arriver à nous, on a tel ou tel enjeu dans la région, on a besoin d'argent. Il faut regarder qu'est-ce qui a été fait, c'est quoi le plan, c'est quoi nos solutions qui sont visées et pour quelles solutions on privilégie et pour quelles raisons. Et qu'est-ce qui a déjà été regardé dans les solutions, pourquoi telle chose n'a pas marché. Donc, c'est de bien se préparer, mais je pense que je n'ai pas de baguette magique non plus. Oui, j'ai un carnet d'adresses qui est quand même bien garni. Cependant, il ne faut pas s'attendre parce que je suis le préfet que les dossiers vont tous se régler d'ici le 31 décembre. Ça va. Donc, s'il n'y a pas d'autres propositions, je vais demander à M. Pilote s'il accepte la mise en candidature. J'accepte, avec plaisir. Donc, M. Pilote. En 12 octroi d'un contrat pour l'élaboration d'un portrait et diagnostic en habitation. Je pense que ça résume bien dans la nomenclature du titre, l'habitation. Prenons par exemple le dossier des pompiers. Oui. Le dossier des pompiers, c'est justement un des dossiers sur lequel l'analyse a été faite, les propositions sont sur la table. On attend des réponses des différentes communautés, des différentes municipalités autour. C'est quoi la prochaine étape, là, maintenant, dans le dossier des pompiers? Parce que là, on a l'impression que tout est sur la table, mais qu'il n'y a rien de réglé encore là, avec les pompiers. Bien, je vous dirais que dans les derniers mois, peut-être qu'on était comme un carrefour giratoire. Là. On virait en rond, puis là, on revenait, tout ça. Mais là, je vous dirais que ça avance. On a eu une rencontre également cette semaine entre les maires pour regarder qu'est-ce qu'on allait faire, puisque le dossier incendie n'est pas mort. Des fois, des gens pensent qu'avec la campagne électorale, le dossier est maintenant passé à la filière 13. Mais il a pris une période d'attente. Tout le monde est en élection. On comprend ça. Mais le dossier est toujours en vie. Le dossier n'est pas relégué au calendrier grec non plus. La prochaine étape? La prochaine étape, je vous dirais, bien là, on s'est assis cette semaine, puis là, c'est de regarder comment on va atteindre les normes, puisqu'il y a des normes qui ont été édictées, que ce soit par la CNESST, par le ministère de la Sécurité publique. Il y a eu un audit de performance qui s'est effectué dans les différentes municipalités, où le but était de regarder on était où chaque municipalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de regarder comment on va atteindre les normes. Il faut travailler en complémentarité. Est-ce que le scénario optimal qui a été présenté au départ pourrait changer? La réponse est oui. On ne procédera pas, bien évidemment, des annonces aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, ça, il faut atteindre les normes. Ça, on ne peut pas lésiner à ce niveau-là. Vous avez des délais là-dessus pour les atteindre. Maintenant, comment on va arriver pour atteindre aux normes? Bien, c'est là qu'on a plus de créativité, où on a un petit peu plus de mobilité pour atteindre les normes. Donc, on est à regarder les moyens. Donc, est-ce qu'on va présenter quelque chose qui pourrait différer comme moyen de ce qu'on a présenté au début? Ça se pourrait. Mais c'est sûr et certain que les normes pour les différentes municipalités de la MRC de Charlevoix, les 6 municipalités, elles devront être atteintes. Donc,
on va revenir quand même très bientôt. Il va y avoir de l'information qui va être véhiculée en 2026. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que le dossier incendie sera une priorité du Conseil des maires pour l'année 2026. Et c'est déjà sur la table. On a travaillé cette semaine et je vous dirais qu'il y a quand même de belles avancées. Maintenant, vous êtes à la Fédération des municipalités, vous êtes préfet. Partout dans ces organisations-là, on parle de la nécessaire fusion des municipalités ou minimalement la fusion des services parce que les exigences sont de plus en plus prononcées pour des municipalités qui ont en contrepartie de moins en moins de moyens. On parle beaucoup de regrouper. Quel genre de leadership vous allez exercer dans les prochaines années pour continuer à régionaliser différents services dans la région? Comment vous comptez avancer? Je crois qu'il faut bonifier la complémentarité. Là, ça, c'est clair et certain. Il faut travailler de plus en plus ensemble. Est-ce qu'il va y avoir des fusions au Québec dans les municipalités? La réponse est oui. C'est sûr que dans les prochaines années, on va voir de plus en plus de municipalités fusionner entre elles. Maintenant, est-ce que c'est moi qui va prendre le bâton de pèlerin pour aller dire telle ou telle municipalité, vous devez fusionner avec la ville de Baie-Saint-Paul? Non, c'est pas mon rôle. Je pense que ça doit venir des municipalités elles-mêmes de dire est-ce qu'on est prêt à regarder des projets de fusion. C'est sûr que c'est un dossier qui est très émotif. Lorsqu'on parle de fusion, les gens ne veulent pas perdre les services, les gens ont quand même un attachement particulier à leur communauté, mais en cas de fusion, il demeure des services de proximité qui sont disponibles dans les différentes municipalités. C'est pas de dire, bon, bien, on fusionne, exemple, avec la ville de Baie-Saint-Paul, on n'a plus de services dans nos municipalités. Là, il demeure quand même des services en urbanisme. Il y a quand même un point de service qui peut demeurer, comme un petit peu à la ville de Québec. Et on a encore même à Montréal, il y a eu des fusions, mais il y a des arrondissements. Il y a des bureaux d'arrondissement qui disent que les gens peuvent se présenter pour un permis en urbanisme, pour inscrire telle personne dans les services de loisirs, mais on n'est pas là. Dans Charlevoix, mais c'est inéluctable. On a l'impression que ça va arriver. Bien, il y a des choses qui vont arriver, mais à court terme, je ne pense pas que dans un intervalle de 0 à 5 ans, qu'il va y avoir des fusions dans la MRC de Charlevoix. Je ne pense pas qu'on est là. Cependant, la complémentarité des services entre les municipalités devront se faire. On le voit, en prévention incendie, maintenant, il y a une complémentarité de services. Vous êtes là-dedans. Au niveau des loisirs, est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans les services de loisirs? On sait que la ville de Baie-Saint-Paul détient de nombreux plateaux sportifs. Sentez-vous que c'est partagé avec vos collègues? Bien, je pense que les réflexions s'améliorent, puisqu'on le voit, hein, le défi des budgets publics est très difficile. Oui. Hein? On est à conclure le budget ici à la ville de Baie-Saint-Paul. C'est pas une partie de plaisir, c'est difficile. Il y a des choix à faire. Et c'est clair des fois, on ne peut pas avoir toutes les mêmes choses. On le voit, l'aréna. On ne peut pas avoir un plateau sportif avec glace dans chaque municipalité. Donc, l'aréna actuellement est sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Les différentes municipalités participent, absorbent 15 du déficit, puisqu'on ne fait pas d'argent avec l'aréna. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres équipements comme ça qui desserviraient l'ensemble de la région et qui permettraient d'avoir des tarifs uniformes? Puisqu'à l'Aréna, les tarifs que la personne demeure à Baie-Saint-Paul, aux Éboulements ou encore à Saint-Urbain, c'est le même tarif pour tout le monde. Alors que si on parle de la piscine, par exemple, bien, lorsqu'une personne participe à un cours de piscine, une personne qui n'est pas résidente de Baie-Saint-Paul, elle devra absorber des frais de 75 Parce que c'est le service de loisirs de la ville de Baie-Saint-Paul. Elle devra absorber des frais supplémentaires de l'ordre de 75 de plus. Donc, est-ce qu'on va avoir une offre de service de loisirs plus régionale? Est-ce qu'en matière d'urbanisme, des choses comme ça? Bref, je pense qu'on devra sortir de la boîte et on devra travailler plus ensemble. Et les portes sont ouvertes. Les portes sont toujours ouvertes. En terminant, c'est quoi le plus gros défi pour la région présentement, selon vous? Je dirais qu'il y a quand même plusieurs défis. C'est un des défis que je rappelle depuis que je suis arrivé à la ville de Baie-Saint-Paul, puis qui est idem dans la MRC de Charlevoix, c'est d'être capable de dire non. Présentement, on a le travail de la révision du schéma d'aménagement du territoire, qui est quand même un gros travail. On parle beaucoup des pompiers. Il y a des gens qui veulent des parcs industriels, d'autres gens qui veulent du dézonage, tout ça. Il y a des enjeux importants. C'est un défi qui sera très important, puisque lorsqu'on effectue ce type de réflexion, c'est pas seulement pour l'année à venir. Hein, c'est une réflexion pour les 10-15 prochaines années. On doit se projeter dans l'avenir pour dire qu'est-ce qu'on veut de notre territoire, qu'est-ce qu'on veut pour chaque municipalité. Et c'est quoi le délai que vous avez pour reviser le plan d'aménagement? Je vous dirais qu'au niveau de la prochaine année, en 2026, ça va être un dossier là, qui va monopoliser énormément. Ce qu'on veut, c'est qu'en 2026, on veut travailler sur cette démarche. Il y a un comité consultatif qui a été formé. Il y a déjà eu une rencontre la semaine dernière là, qui s'est effectuée sur le sujet. Et chaque municipalité arrive avec ses besoins. Maintenant, on doit prendre une décision responsable comme communauté, comme région, pour dire qu'est-ce qu'on veut de notre territoire. Puisqu'on ne peut pas dire oui à tous les promoteurs, on ne peut pas dire oui à toutes les demandes. Il faut développer le territoire, puisqu'on ne peut pas mettre le territoire dans une cloche de verre. Des fois, certaines personnes croient à tort qu'on ne peut rien faire avec le territoire. Ça évolue. C'est évolutif ça évolue. En fonction de différents facteurs, mais en même temps, ça doit être des choix qui soient durables et responsables. Et c'est quand même un gros défi qu'on aura, d'avoir une vision commune des 6 municipalités entre elles. Mais ça, je suis convaincu qu'on réussira à dégager un consensus à ce niveau. Alors, Monsieur le maire, je vous remercie. Je devrais plutôt dire Monsieur le préfet.
pour le genre d'entrevue que nous avons eue aujourd'hui. Alors, Monsieur le Préfet, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et bonne année. Merci, pareillement. Un bâtiment patrimonial devenu propriété municipale, un projet d'espace bleu qui tombe à l'eau et un bilan de santé qui coûtera 175 000 $ de fonds publics. Maison-Mère fait beaucoup parler d'elle depuis son acquisition par la ville de Baie-Saint-Paul il y a 8 ans. Josette Tremblay, directrice générale de l'organisme en charge de l'ancien couvent, s'est assise avec nous pour discuter de ce qui se passe actuellement à Maison-Mère, en plus de nous offrir une visite exclusive des différents pavillons. Josette Tremblay, bonjour. Bonjour, bonjour, cher Félix. On se rencontre aujourd'hui pour parler de Maison-Mère. Ben oui! Comment ça se porte, Maison-Mère? Parce que là, la Ville a annoncé récemment faire une espèce d'audit pour 175 000 $ de Maison-Mère pour faire une espèce de radiographie de comment ça se passe, Maison-Mère. Comment ça se passe? Alors, il y a le maison-mère physique, c'est-à-dire les bâtiments, puis il y a le maison-mère chaleureux, humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Fait que la Ville, je pense que c'était important puisque les bâtiments lui appartiennent et qu'ils ne sont pas encore complètement, je dirais, dans leur fonction d'usage maximale, bien, de faire ce qu'on appelle un bilan de santé du bâtiment. Donc, à la fois pour bien planifier sur les années, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer ou à réparer. Comme vois-tu, cette année, on a dû mettre des sous pour les toits, parce que là, c'était important là, de s'assurer que les toits sont corrects, conformes, qu'il n'y ait pas d'écoulement nulle part, puis qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Donc, un bilan de santé du bâtiment. Et il y a aussi tout le travail qu'on fait avec les spécialistes, les employés de la Ville, sur, à l'intérieur du bâtiment, quels pourraient être les usages des blocs qui ne sont pas complètement utilisés dans leur entièreté. Comment on peut regarder ça avec un bâtiment qui a des années de construction très, très différentes, avec des normes du bâtiment qui n'étaient pas les mêmes, tu sais, je sais pas, en 1912 ou en 1950, et aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Maison-Mère, au niveau du bâtiment, bien, elle doit répondre aux normes de la RBQ, Régie du bâtiment. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir quelles seront les futures vocations les différents usages dans les blocs qui sont pas utilisés complètement. Il y a des secteurs, des sections de Maison-Mère qui ne sont pas utilisées. Il y avait le projet d'espace bleu qui a finalement été abandonné. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, alors l'espace bleu, on ne fera pas l'histoire. Les gens pourront aller lire. Là, le gouvernement avait des grands projets de développement historique dans les régions. Pour ce qui est du B.A.B.A., là, moi, je ne suis pas au fait avec la Ville, avec le gouvernement, mais tout ce que j'ai su, moi, c'est qu'on a récupéré le bloc 6, qui est le bloc qui est le plus à l'est. Bon, bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette vocation-là? On a eu la possibilité de regarder pour l'hébergement, parce qu'on a quand même un partenaire important avec le Club Med, avec lequel on a re-signé, d'ailleurs, je suis très fière, un beau 3 ans avec eux. Donc, on doit loger leurs travailleurs. Il y a une bonne partie quand même de Maison-Mère qui est dédiée à du logement pour travailleurs. Est-ce que tu penses que Maison-Mère peut avoir un rôle à jouer dans la pénurie de logements dans la région? Et c'est une discussion que j'ai, je pense, depuis que je me suis assise sur la chaise de la direction. Premièrement, j'ai une préoccupation personnelle de ça. On manque de main-d'œuvre. Qu'est-ce que tu veux? Au Québec, on est une population vieillissante, donc on a besoin de main-d'œuvre. Il y a des gens qui veulent venir vivre cette expérience-là. C'est pour ça que nous, par exemple, avec le Club Med, tu sais, on a vraiment mis l'emphase sur un milieu de vie, puis le milieu de vie, on l'a élargi aux locataires aussi. Tout ça pour te dire qu'on est très préoccupés. La Ville est préoccupée elle-même aussi. Et on a ce regard-là. Comment on pourrait éventuellement... par exemple, j'ai un bloc qui est le bloc 4,
qui fait partie des blocs qui ne sont pas ouverts au public, là, mais qui était autrefois vraiment un bloc où c'était les chambres des religieuses. Bon. Alors, il y a des chambres déjà, là, c'est pas la question. La question avec la régie du bâtiment, c'est tout n'est pas aux normes. Donc, je ne peux pas coucher des gens présentement là-dedans. Donc, il y aurait à regarder. Puis la préoccupation est là, je te dirais, très, très forte. La difficulté avec ce genre de bâtiment-là, qui en est toujours une avec les bâtiments patrimoniaux, c'est le coût des rénovations. Ça coûte cher rénover ce genre de bâtiment-là. On l'a vu avec l'INRS qui, certes, pour l'instant, est installé dans Maison-Mère, mais a préféré se faire construire un nouveau bâtiment plutôt que d'investir dans les rénovations d'un pavillon. C'est un obstacle, j'imagine, au développement, ça. Oui, c'est clair, Félix, je ne te cacherai pas que la particularité, c'est un bâtiment patrimonial, donc il y a des choses qu'on souhaite qu'il demeure comme signature. Tu sais, par exemple, ici, on est dans la salle de lecture. Bien, les belles armoires que vous voyez, bibliothèque, tu sais, ça serait dommage de se dire, OK, on enlève tout ça, puis tu sais, que le bâtiment devienne avec moins d'esprit, tu sais, de signature particulière. On est dans une phase où toute l'énergie, puis le travail qui a été fait par les directeurs précédents, bien là, commence à porter fruit. Et puis, en prenant des bonnes décisions de qu'est-ce qu'on va faire dans les bâtiments, ça va rapporter des sous qui vont retourner, bien sûr, à la ville, puis qui va faire en sorte que Maison-Mère va devenir plus autonome aussi financièrement, va pouvoir gérer les projets, continuer à faire des choses, mais à offrir à la population des services aussi. Il faut le voir aussi comme ça. Bien, merci beaucoup. Alors, on part à faire notre petite visite? On part à l'aventure. Fait que tu vois, on a réaménagé ici le corridor pour mettre en évidence tous les secteurs où ont œuvré les petites franciscaines de Marie. Parce que quand les gens rentraient dans le bâtiment, ils disaient « Mais c'est quoi ce bâtiment-là? » Ouais. Fait qu'on a voulu donner cette espèce de signature-là, se remémorer, en fin de compte, les grands volets dans lesquels elles ont œuvré, qui sont l'enseignement, les soins, la pastorale, la musique, puis bien sûr l'œuvre de Madagascar, puisqu'elles sont installées là-bas. Donc, tu vois, c'est facile d'accès. Les gens qui rentrent par l'entrée principale ou par la porte 14, qui est la porte du côté ouest. Donc, ce qui est intéressant, comme tu vois, dans cette salle-là, c'est que ça fait un beau petit milieu de vie. Il peut y avoir jusqu'à 40 personnes. Là, on veut un petit peu améliorer encore. On veut ajouter un frigo pour que les gens puissent avoir une collation. Il y a un petit coin où ils peuvent s'asseoir pour jaser. Ça, c'est également une salle qui est disponible à la location. Oui. Ça, comme la salle de lecture. Oui, comme la salle de lecture qu'on appelle la salle des archives. C'est quoi le taux d'occupation? Est-ce que c'est tout le temps loué ou à l'inverse, c'est tout le temps vide? Cette année, on n'a pas fait de pub officielle, comme je te disais. Donc, on a eu quand même un bon niveau de location, mais ça nous a permis de voir les besoins. Les gens disaient « Oh, il manque telle chose, peut-être ça serait bien qu'il y ait telle affaire. » Donc là, on a bonifié les salles. On les a aussi décorées et aménagées parce que je trouvais ça important que les gens sentent que c'est chaleureux aussi, Maison-Mère, puis qu'on a notre signature. On va passer dans les catacombes. En primeur. Oui. Donc, là, je vous amène dans le salon, cuisine, lounge qu'on a créé comme milieu de vie pour l'hébergement des travailleurs du Club Med. Fait qu'ils ont leur petit coin où ils peuvent regarder ici cinéma maison, ils peuvent échanger, ils peuvent manger. Donc, l'idée, c'était de rendre ça convivial, de rendre ça agréable, puis de faire un petit clin d'œil à leur culture à eux. Donc, on est allé dans les couleurs. Allô? De ceux qui logent dans le bloc 5 et une partie du bloc 6, c'est leur cuisine commune, c'est leur lieu commun. Ils ont quand même sur les étages des petits coins cuisinettes déjeuner, mais tu sais, s'ils veulent échanger, s'ils veulent se voir, c'est plus ici là, que ça va se faire. Donc, voilà, ils vont passer à la postérité. Ça sent bon, ça sent bon.
pas, hein? Oui. Donc, tu vois, c'est toute l'installation d'avoir des frigos, un certain nombre de frigos. Allô? Alors, ça va? Ça va être bon? Omelette? Je vais préparer. Ouais. Queso? Omelette. Tomate? Fromage. Tomate, oui. Ça va être bon? Bonne journée. Merci. Là, on est comme en ligne droite avec l'entrée principale. Alors, quand les gens viennent dans la grande salle, qui n'ont pas de difficulté à se déplacer, bien, ils rentrent par l'entrée principale, puis là, ils se dirigent ici vers la grande salle. Moi, je trouve que c'est un lieu exceptionnel. Autrefois, c'était la salle de réception des religieuses. On a fait beaucoup de parties d'employés, de réunions d'employés. Les sœurs s'en servaient pour elles aussi. Donc, tu vois un peu les capacités de salle. Là, on est vraiment capable de mettre 225, 230 personnes assis sur des chaises. Il y a une scène, donc on a un écran. Derrière, il y a une loge, il y a une toilette. Il y a tout ce qu'il faut aussi pour les gens. On a accueilli d'ailleurs des spectacles. C'est ici qu'on fait nos spectacles, je dirais, thématiques et inclusifs. Pour que la communauté mexicaine, qui sont nos chambreurs, puisse rencontrer la communauté de Charlevoix. Il reste encore des petits bouts à arranger. Il y avait, j'ai eu certaines normes qu'il fallait que je respecte au niveau du service incendie sécurité. Donc, voilà. Puis, à partir du mois de janvier, ça va être une salle qui va être bien annoncée avec les tarifs abordables, là, très intéressants pour les gens, pour la louer. Donc, c'est ça. Dans l'ancienne infirmerie, il y avait déjà 60 chambres. Allô? C'était la cuisine. Moi, je me souviens du comptoir chaud quand les employés montaient les plateaux pour la nourriture pour les religieuses. La bouffe se faisait ici. Ici, le bloc était déjà 100% conforme aux normes de la RBQ. Hein? Donc, ce qu'il a fallu, c'est être créatif. Ici, autrefois, c'était l'immense lave-vaisselle. Donc, vois-tu, on a créé un coin cuisinette. Les cuisinières, tu sais, je veux dire, ça ressemble à ce que c'était à peu près 75%, là, finalement. Les comptoirs n'ont pas changé où tu as les lavabos, les cuisinières étaient là. Ici, au lieu du comptoir chaud de service, bien, c'est rendu une place où ils peuvent s'asseoir pour manger. Il faut aussi permettre aux gens d'avoir leur propre coin à eux pour mettre leur nourriture sèche et tout ça. Donc, tu sais, c'est toute la gestion de ça. Puis là, bien, ici, comme tu peux voir, on a fait un petit coin... qu'on a rendu plus cosy un peu. Avec ça, c'est tous des travaux qu'on a fait à l'interne à Maison-Mère avec nos merveilleux menuisiers. Donc ça, c'est un peu comme à Maison-Mère, notre salle un peu multifonctionnelle. Vous voyez qu'on veut qu'ils s'entretiennent, qu'ils soient en forme. Autrefois, c'était la chapelle, ici. Puis il y a possibilité, tu vois, de vraiment, là, ceux qui voudraient regarder un film et être plus tranquilles, ils peuvent fermer les cloisons. Donc, même chose aussi, on a réaménagé ça un petit peu avec Marjolaine pour rendre ça plus convivial. On a des gens qui nous ont donné, tu vois, un truc de foot. Donc, il y a des choses, puis tout l'ensemble des travaux ont été faits à l'interne par Maison-Mère. Bien, Josette, merci beaucoup pour cette belle visite. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir et j'invite les gens à venir à Maison-Mère sur le terrain, marcher, profiter des beaux espaces, profiter aussi des services qu'il y a à l'intérieur. Ne gênez-vous pas, venez à l'accueil, le personnel va vous accueillir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de parler de ce bel endroit et merveilleux endroit qui est Maison-Mère. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on peut s'attendre d'ici les prochains mois, de nouveau à Maison-Mère? Bien, il va y avoir la phase 2 de l'entrée du jardin de François. Ça va brasser sur le terrain.
On essaie aussi de revoir tout l'affichage extérieur et intérieur pour que ça soit plus facile pour les gens de se resituer. Et puis, on va avoir de plus en plus d'activités en conjointement faites avec la ville là, sur le terrain. Bien, merci beaucoup, Josette, puis à une prochaine. Merci. Élu il y a tout juste un mois, le nouveau maire de Saint-Urbain a accepté de venir nous rencontrer pour faire un premier tour des questions et des sujets d'actualité dans la ville de Saint-Urbain. Carl Gilbert, bonjour et bienvenue. Salut Martin. Tout d'abord, félicitations pour votre élection. Bien, merci à toi, puis je remercie encore une fois tout l'électorat de Saint-Urbain qui m'ont fait confiance au jour de l'élection. Ça fait tout juste un mois. Comment ça se déroule, l'entrée en fonction, l'atterrissage à l'hôtel de ville? Bien, l'atterrissage dans l'hôtel de ville, Martin, je te dirais que c'est quand même des beaux défis. Il faut quand même s'accaparer des dossiers. On a quand même un nouveau conseil de ville. Sur 7 personnes, on est 6 nouveaux. Donc, il reste seulement qu'une conseillère. Donc, beaucoup d'apprentissage. Oui, c'est ça, d'une part et d'autre, là, de toutes les personnes, mais je pense que ça va très bien. Pour ma part, j'ai quand même un bon bout de chemin. Au niveau des conseillers, c'est sûr que c'est un peu plus lentement parce que, veut pas, ils ont quand même moins de temps disponible que moi pour s'approprier les dossiers, mais on va y réussir tous ensemble, j'en suis convaincu. Bien, c'était justement ma deuxième question. Là. Agriculteur, c'est toute une job à temps plein. Puis, plus une job de maire, ça se passe comment? Ah, je te dirais, on s'en donne une bonne période. On s'en donne une période où est-ce que, pour ma part, là, au niveau des travaux au champ, c'est terminé. OK. Donc, ça me laisse plus de temps, vu que j'ai quand même quelques employés qui nous aident là, pour les travaux courants de la ferme au niveau opérationnel dans nos bâtiments. Ce qui fait en sorte que là, au niveau gestion de mon entreprise, ça se passe bien. Puis, ça me donne du temps disponible, je te dirais, entre 20 et 30 heures de disponible là, par semaine pour ma tâche à la mairie, mais je suis quelqu'un qui est quand même habitué de travailler comme entrepreneur agricole ou entrepreneur tout court. 7 sur 7? Ben, je te dirais pas 7 sur 7, je te dirais 12 sur 14, mais au moins 70 heures par semaine, puis ça a toujours été de même. Ainsi va la vie, puis on continue avec la mairie, puis il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Là, vous arrivez au moment où vous préparez le budget. Oui. Comment ça se présente, le budget? Pouvez-vous nous dire un peu là où vous en êtes rendu dans la préparation de votre budget? Bon, on va justement en discuter à soir avec nos conseillers en team. OK. Faut vraiment, on est dans la finalité de préparer notre budget puis établir nos priorités, faire en sorte d'avoir un budget quand même qui est équilibré pour ne pas étrangler nos citoyens justement avec des hausses faramineuses. Mais tu sais que Saint-Urbain, on a quand même des projets en cours. On prend quand même plusieurs projets de fonds, là, de front, que je te dirais, qui fait en sorte que oui, ça exige des investissements, des règlements d'emprunt, mais on va établir nos priorités pour faire en sorte que tout soit équilibré en fonction d'un budget là, qui ait du sens là, pour tous nos citoyens. Ça, c'est vraiment important. Le dépôt du budget est prévu pour quand? Chez nous, il a été retardé au mois de janvier présentement. Pour vous permettre là, de tomber dans vos souliers et d'être capable Exactement. d'avancer. Ça donne un petit lousse. Pendant la campagne électorale, vous avez parlé de la possibilité de taxer des terres en friche, puis de faire en sorte qu'il y a des gens qui profitent puis qui ne contribuent pas, bien, qu'on les mette à contribution pour le bien de la municipalité. Allez-vous avoir le temps de faire ça dans votre premier budget? Non, c'est sûr que pour le premier budget, ça va être un budget qui est vraiment plus administratif. Fait qu'au niveau, des choses que j'ai emmenées en campagne qui font vraiment du sens, il faut laisser le temps à l'implantation de tout ça, discuter ensemble, discuter aussi au niveau de la MRC de quelle façon on va procéder. C'est des changements qui peuvent être assez coûteux en temps, qui font en sorte que pour le budget précis, on n'a vraiment pas le temps à ce niveau-là d'entériner de quoi. Mais au niveau des terres en friche, on va trouver des façons pour faire en sorte... Ça demeure d'importance pour vous. Ah oui, c'est encore une importance pour moi. C'est pas parce que je suis rentré en fonction que je vais tout mettre mes idées de côté. Ça, tenez-le pour dire, c'est vraiment important pour moi. Parmi les dossiers qui sont en cours, là, et on se demande comment ça va aboutir, il y a celui du regroupement des pompiers. Oui. On sait que votre prédécesseur était très, très, très encline, je vais le dire comme ça, à promouvoir la mise en commun des services de la région. Ça va être quoi votre position par rapport à ça, notamment les pompiers? Bien, pour ma part, c'est sûr qu'on regarde notre chemin d'aménagement puis notre couverture de risque. Comme citoyen, on sait que présentement, puis c'est pas le cas seulement de Saint-Urbain, mais de toutes les petites municipalités à la grandeur de la MRC, oui. On ne fait pas la job. Il n'y a personne qui fait la job. Il faut trouver des solutions à ce niveau-là. Fait qu'on est à l'étape de trouver des solutions. Puis, regroupement de services, on va vraiment regarder là, au niveau de la table des MRC de quelle façon qu'on échafaude des solutions à ce niveau-là. Mais tenez-le pour dire qu'il faut faire en sorte d'améliorer le service aux citoyens, parce que présentement, le service ne fait pas la job. Donc, améliorer le service passe par le regroupement des services. Bien, le statu quo, certains services. Le statu quo n'est pas permis. Je ne vous en dirai pas plus pour le moment, parce qu'on
on va entamer vraiment une phase de négociation à ce niveau-là. Mais je vous dirais que le statu quo n'est pas permis. Pour ma part, il n'est pas permis. Mon conseil est derrière moi. On a déjà statué à ce niveau-là. Le statu quo n'est pas permis. Donc, on va entériner quelques pistes de solutions avec tous nos confrères de travail là, pour trouver des solutions à ce niveau-là. Mais justement, c'est quoi l'accueil de ça au niveau de la table des maires à la MRC? Bon, au niveau de la table des maires et de la MRC, on s'est pas vraiment penché sur ce sujet. Là. Ouais, On a quand même, ça commence. Là. Ça commence On présentement. s'entend. On a eu 2 rencontres. Mais je te dirais que c'est un sujet qu'il va falloir plancher au niveau de la table de la MRC. Les défis. Comment vous les voyez, les défis pour votre premier mandat? Bien, les défis pour le premier mandat, comme je vous ai élaboré tantôt, on a quand même plusieurs dossiers qu'on prend de front par rapport à des dossiers de développement économique. Là. Oui, il y a du développement résidentiel ouais, chez c'est ça, vous, des secteurs à développer. Des secteurs au cœur du village, développement des sorbiers. Oui. Même au niveau agrandissement du parc industriel, il faudrait se pencher là-dessus. Encore agrandir le parc industriel? Oui, bien, au niveau du parc industriel, vous savez, il est plein, on n'a plus de terrain à vendre présentement. OK. Fait qu'on a encore un léger Mais potentiel. il y a de vos collègues maires qui veulent l'étirer, leur parc industriel aussi, là. Oui, exactement. Ça va être d'autres discussions qu'il va y avoir à faire au niveau du Conseil des maires, parce qu'on a le schéma d'aménagement qui s'en vient, au niveau de la révision du schéma d'aménagement. Donc, ça va être des discussions qu'on va avoir, mais vous savez, au niveau du Conseil des maires, c'est une vision régionale qu'il faut se doter. Puis c'est une vision qui fait en sorte qu'on veut avancer tous ensemble à un niveau équilibré pour tout le monde. Parce que c'était déjà le cas lorsqu'il est venu le temps de dire on l'établit où le parc industriel. La MRC a dit dans le schéma, on va mettre ça à Saint-Urbain. Pensez-vous qu'il y a la possibilité de l'agrandir encore? Est-ce que ça va être une demande, si je comprends bien, de votre côté, là? On a un potentiel d'agrandissement encore, mais ça va être le dernier potentiel d'agrandissement pour le site actuel qu'on va pouvoir avoir. Suite à ça, ça va être vraiment difficile. Donc, il faut vraiment bien l'établir, bien l'échafauder, pour faire en sorte que ce soit un développement équilibré, un développement qui est bon pour tout le monde, qui apporte au niveau régional vraiment une plus-value pour tout le monde. À ce niveau-là, il ne faut pas l'échapper, il faut le gérer convenablement, puis faire ce qu'il faut pour que tout le monde y trouve son compte. Votre municipalité fait également l'objet j'allais dire des fouilles archéologiques, mais c'est pas ça, mais il y a des fouilles qui se font, l'industrie essaie de trouver des minéraux rares sur votre territoire. Vous réagissez comment à ça, là, de voir que le sous-sol de Saint-Urbain pourrait être exploité? Bien, on a quand même, dans le territoire, on a organisé la mine de Citec qui fait déjà quand même un bon travail à ce niveau-là. Tout ce qui est exploratoire, regarde, on va prendre les dossiers un par un, on va l'évaluer, on va évaluer tous les impacts. Au niveau du conseil, on ne s'est pas prononcé à ce niveau-là, sauf qu'on va prendre les dossiers un par un, on va les évaluer en fonction des impacts positifs, négatifs, on va peser le pour ou le contre, puis ça sera à nous d'en décider au final, à savoir si on va de l'avant ou non, mais pour l'instant, ben, on n'a pas de demande précise, mais on sait qu'on a quand même un sous-sol qui a quand même une certaine richesse, mais on est quand même... on ne veut pas que ça devienne... vous voyez le paysage que je vois derrière vous, là. On ne veut vraiment pas que ça devienne non plus un paysage défiguré par des mines à large. Là. Ça, à ce niveau-là, là, je pense que Saint-Urbain n'en viendra jamais vraiment à développer là, ce secteur-là d'une façon erronée, je vous dirais. 2 nouveaux maires, un nouveau préfet, des maires plus jeunes aussi dans la plupart des municipalités. Ça brasse en Charlevoix? Bien, c'est la question que je voulais vous poser. On est-tu à l'aube d'un nouvel élan régional dans Charlevoix? Parce que vous le savez, la question des fusions municipales, c'est sur toutes les lèvres présentement. Oui. Les petites municipalités n'ont plus les moyens de rencontrer leurs obligations face au gouvernement. Oui. Est-ce qu'on est vers le début d'une nouvelle ère dans la région de Charlevoix? Bien, écoutez, toutes les options restent à la table. Je pense qu'à moyen long terme, on ne peut pas se cacher qu'on va avoir des décisions à prendre. Nous, ce qui est comme administrateur de nos municipalités, de nos villes, ce qu'il faut faire en sorte, c'est d'équilibrer le budget, éviter d'étrangler nos citoyens par rapport à les obligations qu'on a rencontrées. De cette façon-là, vous avez le développement économique, on peut aller aussi avec des sources de revenus diverses. Mais en ce moment, la principale source de revenus, c'est la taxation et les programmes d'aide du gouvernement. Donc, ce qui fait en sorte que si, pour certaines municipalités, ça vient vraiment là, impossible à gérer, bien, l'option fusion, il ne faut pas se le mettre de côté. Mais je pense que pour Saint-Urbain, au jour d'aujourd'hui, on n'est vraiment pas rendu là. On a quand même un essor au niveau économique, un essor je pense qu'on va prendre au niveau de la population. Avec l'ouverture de Gavelco aussi, qui va vous oui, c'est sûr que va rentrer des gens chez vous. Gavelco, c'est quand même un plus pour notre parc industriel et pour notre communauté. On parle de combien? 200-300 travailleurs de ce côté-là? Oui, à terme, on parlait de plus aux environs de 300. OK.
On comprend qu'à court terme, votre priorité, c'est le budget, un budget équilibré pour ne pas augmenter le fardeau des contribuables. À long terme, ce serait quoi votre priorité pour votre premier mandat? Bien, c'est qu'à long terme, il faut commencer par rendre à terme les projets qu'on a présentement. C'est de s'organiser aussi au niveau du parc industriel de l'Enligné dans le sens du monde pour faire en sorte d'avoir de quoi qui se tient pour les générations à venir. Puis suite à ça, ben, au niveau agricole, il ne faut pas l'échapper. Tu sais, on a quand même des grosses entreprises qui ont de bonne pérennité. Faire en sorte d'éviter justement tout ce qui est terre en friche, d'accaparer le territoire, peut-on dire. Mais c'est de rester à l'affût des projets. Puis au niveau collectif, là, on a quand même la révision du schéma d'aménagement. On a quand même justement tous les dossiers services publics. On parlait tantôt de la mise en commun des services incendie, sécurité publique, mais ça peut être des services qu'on peut mettre en commun aussi au niveau administratif, au niveau de la voirie, etc. Sans parler de fusion, on peut quand même élaborer sur d'autres aspects qui peuvent nous permettre de sauver des coûts, puis au final, on peut rester quand même dans notre entité comme on a aujourd'hui, sans parler de fusion au jour d'aujourd'hui. Bien, Carl Gilbert, on va avoir plaisir à vous accueillir tout au long des prochaines années, au moment où vous serez plus en possession de vos dossiers. Oui. Et puis à ce moment-là, on pourra voir quelle solution puis quelle action vous allez poser. Mais d'ici là, bon travail, puis merci d'être venu nous voir. Bien, merci Martin, puis ça me fait plaisir de venir te voir, puis n'hésite pas, je suis toujours disponible à vous. Bien, comptez sur nous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est le samedi 6 décembre que l'équipe de Maison Mère a officiellement présenté son nouveau projet jeunesse. Donc, continuez l'idée de notre gros projet. Alors, merci à tous d'être là. Avec cette nouvelle offre jeunesse sous la forme d'un jeu vidéo en réalité augmentée, Maison Mère souhaite attirer à nouveau la jeune clientèle dans les murs de l'ancien couvent. Nous, au parcours muséal, on a vraiment une belle offre qu'on offre à tout le monde. On a des visites guidées, on fait découvrir des lieux qui ont vraiment une signification historique importante et qui ont des qualités esthétiques impressionnantes aussi. Mais on s'est rendu compte que vraiment la clientèle jeunesse, elle était un peu moins présente dans les dernières années, puis notamment depuis la pandémie. Puis nous, c'est important qu'on arrive à ramener la clientèle jeunesse parce qu'on sait que les enfants, c'est vraiment les usagers de Maison Mère de demain. Donc, on a réfléchi à des façons d'arriver à les intéresser de nouveau à ce qu'on offre. Puis, on sait qu'aujourd'hui, avec des différentes technologies, que les enfants, ils ont une tablette dans les mains toujours. Donc, on réfléchissait à quelque chose qui soit dans le numérique, donc que le médium en soi arrive à attirer les enfants au parcours muséal. C'est un produit qui est à la fois destiné à la clientèle touristique familiale et à la jeunesse et aux familles de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est vraiment dans la même logique que ce que Maison Mère essaie de faire, qui est d'être un lieu de convergence culturelle ici à Baie-Saint-Paul, mais en même temps, en conservant en tête que c'est un lieu qui attire beaucoup les touristes, qui est impressionnant pour des gens qui visitent Baie-Saint-Paul. Donc, on veut qu'il y ait cette cohabitation des clientèles à la fois à Maison Mère et au parcours. Réalisé par la firme Horizon, ce nouveau jeu intitulé Le Loup et les Bousquitos présente des personnages inspirés de l'histoire des petites franciscaines de Marie et de Baie-Saint-Paul. Et l'idée de ce projet, c'était vraiment de trouver une manière de redonner vie à toute l'histoire de Maison Mère et sur ces 135 années, comment intéresser toutes les générations, des plus petits aux plus anciens, on va dire, et de leur donner toute sa dimension, à la fois tout ce courage qu'ont eu les femmes à construire ce site, toute cette architecture, comment découvrir toute cette architecture, et tout en s'amusant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement important pour nous. Garde la petite. Donc on a fait un petit peu ce jeu que l'on va pouvoir faire à la fois avec des tablettes, donc avec un guide
Donc animer en groupe et en famille pour visiter différents espaces dans le lieu, mais également en extérieur. Au printemps, il va y avoir un nouveau jeu qui va ouvrir pour découvrir l'ensemble du parc pour que les enfants puissent aller courir partout et découvrent aussi ce lieu. Ce projet, qui représente un investissement de près de 120 000 $, permettra également à Maison Mère de développer une nouvelle image plus dirigée vers les enfants. Avec ce projet-là, vous venez intégrer des nouveaux personnages à l'image un peu de Maison Mère. On va les voir dans ce jeu-là. Est-ce qu'on va les voir ailleurs dans Maison Mère, ces personnages-là? On va voir tout l'univers créatif qu'on est en train de développer. Nous, on veut le mettre en valeur physiquement sur le site de Maison Mère, à l'intérieur de Maison Mère, par des produits dérivés qu'on va vendre à Maison Mère. Donc, on veut vraiment qu'il y ait des rappels et que ça devienne une marque de commerce à la fois de notre site, mais aussi, peut-être avec un peu de chance, de Baie-Saint-Paul aussi. Le jeu, tout comme l'offre de services associés, sont encore en développement. L'équipe de Maison Mère prévoit faire son lancement au printemps prochain. À Baie-Saint-Paul, on compte plus de 10 endroits où acheter un café. Cafés indépendants, micro-torréfacteurs, grandes chaînes ou même dépanneurs, les Baie-Saint-Paulois ont du choix. Mais un peu plus tôt cet été, un nouveau joueur s'est installé au bord de la 138 et avec lui, de nombreuses craintes pour les commerçants locaux. Le nouveau Starbucks, situé directement à l'entrée ouest de la ville, est venu s'installer dans un marché déjà bien desservi, et ce au grand désarroi de son voisin d'en face, la boulangerie et café Les Bonlieuses. Ma première réaction, c'est sûr que je pensais que c'était une joke. C'est sûr. Je me suis dit, c'est une joke, on va pas avoir un Starbucks à Baie-Saint-Paul. C'est pas ça qu'on est, Charlevoix, tu sais. Puis là, quand j'ai vu que c'était vraiment vrai, là, j'ai compris que finalement, oui, il allait avoir un Starbucks. Mais tu sais, je voyais cette belle construction-là. Tu sais, je veux dire, le quartier des Moissons, je le vois se développer depuis le début. C'est en avant de chez nous, tu sais. Fait que je voyais ça se construire. La manière, l'affiche est arrivée. Fait que là, c'était de plus en plus vrai. Je ne mentirais pas que je suis allée la semaine passée parce que je suis déjà allée dans un Starbucks, mais j'avais besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait à l'autre bord de la rue. Je suis-tu contente qu'il y ait un Starbucks pour Baie-Saint-Paul? Je pense que je parle pour la majorité des gens d'affaires et sinon une très grande partie des locaux, non. C'est sûr que Starbucks, c'est pas Baie-Saint-Paul, c'est pas pour nous. On a un choix, qu'on vient de le dire, on a tellement de café à Baie-Saint-Paul, on peut tellement aller chercher les produits locaux, le terroir, on est reconnu pour ça. On se ramasse avec un Starbucks à la première lumière qu'on arrive à Baie-Saint-Paul. Non, c'est clair que c'est pas idéal, tu sais. Non, je n'étais pas contente. Mes ventes ont descendu un peu, oui. Un petit peu au début. J'ai même vu des gens qui venaient ici s'en aller là-bas. Puis c'est correct, ils sont revenus assez vite. Ils sont revenus assez vite en disant « Gars, on était allé au début, mais c'est trop cher, le service n'est pas pareil, c'est froid. » Mais oui, j'étais un peu déçue que c'est pas Baie-Saint-Paul, c'est pas le choix de Baie-Saint-Paul, mais c'est dommage qu'on ait ça à Baie-Saint-Paul maintenant. Ouais. Il y a d'autres places à aller, mettons, tout le monde. Là. Vous pouvez aller dans plein de places pour du café. Même son de cloche au Mousse Café. Si l'arrivée du Starbucks n'a pas drastiquement affecté le chiffre d'affaires, on se stupéfait tout de même de l'arrivée d'un tel acteur dans un marché où l'ancrage communautaire semble si important. Moi, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi il y avait un Starbucks alors qu'on a déjà un café qui est juste en face, qui répond déjà très bien aux besoins de la population. J'ai pas trop compris pourquoi cette grande chaîne s'installait à Baie-Saint-Paul, surtout qu'on essaye de prioriser le local. Pour moi, ça fait pas de sens, c'est pas local. Mais après ça, j'ai pas été inquiétée parce que je sais qu'on n'a pas les mêmes clients. J'ai juste trouvé que c'était pas forcément pertinent. Je pense que c'est vraiment pas la même clientèle qui vient au Mousse Café et qui vient au Starbucks. Je pense que le Starbucks, c'est quand même plus des gens de passage. Peut-être qu'il y a quelques personnes du village, mais j'ai pas vu que ça avait touché notre clientèle parce que les gens qui viennent ici, c'est vraiment... C'est quand même des habitués, c'est des gens qu'on voit tous les jours, ils sont dans le coin. Après ça, on a des touristes, mais souvent le tourisme, ils veulent pas justement une grande chaîne de café parce qu'ils veulent quelque chose de plus authentique. Puis je pense que par notre authenticité, on n'a pas le même public cible.
Le Starbucks, non, on n'a vu aucun impact. Au Café Charlevoix, on mise également sur le sentiment d'appartenance de la population à ces cafés locaux et sur ce qui les rend uniques. Je pense qu'on se différencie beaucoup parce qu'on torréfie notre café nous-mêmes. Café Charlevoix, c'est une marque qui était quand même bien implantée. On a une belle communauté aussi là, avec nos partenariats. Donc, les gens de la place ont un sentiment d'appartenance. Puis, les gens qui viennent en visite, bien, souvent, nous, on est sur Ambroise-Fort, Saint-Jean-Baptiste. Les gens ils fréquentent plus ces endroits-là. Fait, on ne l'a pas senti, puis on ne voit pas ça non plus comme de la compétition. Tous des éléments bien présents parmi la clientèle qui s'était déplacée pour l'ouverture du nouveau local de Café Charlevoix. J'essaie de varier mes endroits de travail, fait que je vais souvent travailler au Arôme Saveur, Mousse Café. Donc, content qu'il y ait un nouvel espace aussi pour varier mes espaces de travail. Donc, oui, quand même. Donc, oui, c'est sûr. C'est impossible que j'aille travailler dans un Tim Hortons ou un Starbucks. C'est pas mon ambiance. Il n'y a pas l'âme comme un endroit comme ici. Puis... Ben, en fait, moi, je pense que dans les cafés, c'est un petit peu comme en restauration. Les chaînes, ça dépanne, mais c'est pas là qu'on retrouve les meilleurs produits. Donc, c'est des produits un peu plus génériques, moins... Bon, alors ici, on a la chance d'avoir en plus un torréfacteur qui est là depuis... qui fait du café depuis très longtemps, qui connaît ses cultivateurs, puis qui voyage beaucoup. Certaines plus grandes chaînes arrivent elles aussi à séduire une partie de la clientèle, qu'il s'agisse d'une question de goût ou de côté pratique. Qu'est-ce qui fait que tu choisis de venir prendre un café au Tim Hortons plutôt que, disons, dans un autre café à Baie-Saint-Paul? Ben, là, j'ai pas pris de café. Mais je te dirais que le café au Tim, c'est le meilleur. Okay. Lui du McDo, moi, je le trouve pas buvable. Sinon, à part les dépanneurs qui ont du café de dépanneurs, c'est vraiment la meilleure place à Baie-Saint-Paul pour du café. Mettons, si on compare là, au Starbucks ou encore aux plus petits cafés comme le Mousse Café et tout ça, le café de Charlevoix. Starbucks, je suis pas encore allé. Mousse Café, c'est une bonne ambiance, c'est sûr. Mais ça reste que je préfère mon café de Tim Hortons. Moi, je suis camionneur, fait que pas le choix d'avoir un grand stationnement de me parker. Ouais. C'est plus pratique. C'est vrai ça. Pour Anaëlle Desmarais, le grand nombre d'enseignes de café à Baie-Saint-Paul permet une belle complémentarité. Elle affirme toutefois, après l'entrevue, avoir de la difficulté à voir où Starbucks peut s'insérer dans cette offre de service. Je dirais que les cafés sont quand même assez complémentaires. On a des cafés qui sont un peu plus des chaînes qui répondent à un besoin. On a des cafés qui sont plus coopératifs. Je pense que chaque café, en ce moment, répond à un besoin de la population. Si la présence de Starbucks dans le paysage charlevoisien ne semble laisser personne de marbre, elle aura peut-être finalement fait plus de peur que de mal. L'enseigne américaine a également reçu une invitation à une entrevue, mais n'a pas souhaité y répondre.